Hey, bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve comme tous les ans pour parler des films qui m'ont marqué cette année 2019 du coup. Je vais pas faire comme d'habitude, je vais procéder différemment cette année, c'est-à-dire que je vais tout regrouper en une seule vidéo. L'année dernière j'avais fait un flop et un top. Là j'ai pas envie de perdre du temps entre guillemets à parler des films mauvais, je vois plus trop l'intérêt. Donc je vais vite fait parler de quelques films que j'aurais mis dans le flop, voilà, des films qui m'ont peut-être un petit peu déçu et tout. Mais on va vite passer là-dessus et je vais vraiment me concentrer sur les films que j'ai aimés cette année, les films que j'ai préférés. On va aussi peut-être faire un petit détour par les séries aussi. Voilà, donc c'est une vidéo un peu globale où je vais vous parler de tout. Voilà. Avant de commencer tout ça, n'hésitez pas vous aussi à mettre tous vos films, les séries, enfin tout ce qui vous a marqué durant cette année dans les commentaires, comme ça on en discute, il n'y a aucun problème. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut en discuter aussi dans les commentaires, c'est fait pour ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, moi je suis totalement ouvert à toute discussion. Surtout qu'il y a sûrement certains films où il va y avoir discussion. Voilà, on tarde plus, on y va, c'est parti. On est parti et on commence tout de suite avec les flops. Alors cette année, je me suis moins fait de mal que l'année dernière, c'est-à-dire que il y a plein de films mauvais ou des films avec de très mauvais retours, etc. que je n'ai même pas pris la peine d'aller voir au cinéma parce que j'estimais ne pas avoir à perdre mon temps avec des films où je savais pertinemment qu'ils allaient être mauvais ou en tout cas j'allais quasiment être sûr que ça allait pas me plaire. Je préférais prendre ce temps-là pour aller voir des petits films ou alors des films voilà, où il y avait quelque chose d'intéressant qui m'intriguait ou voilà. Donc c'est vrai que l'année dernière où j'avais vu plein de merde et du coup mon flop était assez riche. Là cette fois-ci je vais surtout vous faire quelques retours d'expérience plus ou moins négatives avant tout. Donc on est parti. On commence donc avec The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Voulant créer des personnages décalés, il en oublie d'écrire un scénario. Voulant faire une critique sociale, il en oublie d'en faire un vrai film avec de vrais enjeux. Voulant créer une comédie à la Dupieux mais ne maîtrisant pas le matériau, il n'en fait qu'une pâle copie ratée qui ne fonctionne que par instant. C'est vrai que ce film-là, j'attendais pas mal parce qu'il y avait un très bon casting, parce que Jim Jarmusch, il s'y connaît, que même il y avait une volonté de faire quelque chose, enfin de ce que je sentais dans les bandes annonces en tout cas. Et c'est vrai que du coup, j'étais plutôt déçu vis-à-vis de ce film. Dommage. On continue avec Godzilla 2, j'y suis allé pour voir des gros monstres se foutre sur la gueule. Bon, j'avoue avoir été servi, mais c'est vrai que ce film n'est quand même pas très bien. Et moi ça me fait chier parce que les bandes annonces m'ont fait envie, visuellement je trouve que parfois on y est quoi. Et parfois c'est vraiment beau mais au service d'un récit vraiment bateau malheureusement. Les personnages n'ont pas grand intérêt et on les suit juste pour voir des monstres se battre. Et parfois même on voit rien. Alors je sais vraiment pas si le film est vraiment sombre ou si c'est mon cinéma. Mais bon, ça m'a fait un petit peu chier. Donc bon, tant pis. On enchaîne avec Men in Black International. J'y suis allé sachant que je savais que ça allait pas être ouf et j'avoue ne pas vraiment avoir été déçu quoi. Le film est divertissant mais j'ai quand même regardé 3 fois mon téléphone. Le film est censé être drôle mais j'ai pas rigolé une seule fois. Tu sens que Thor, oui je l'appelle comme ça parce que c'est littéralement le même personnage dans le film, essaye de faire de son mieux et le duo fonctionne plutôt bien mais rendez-moi Will Smith quand même, enfin les gars. Donc ouais c'est un gros beurf. On enchaîne avec Brightburn, l'enfant du mal. Le concept est vraiment bon, passer un film de super-héros en film d'horreur, mais ça ne fonctionne malheureusement pas du tout. L'histoire ne prend pas. Les réactions des personnages sont alambiquées, et leur construction est caricaturale, ne permettant pas à l'histoire de proposer des vraies idées, tout comme la mise en scène qui est un petit peu à la ramasse. Dommage, ça aurait pu faire un très bon film, mais c'est un petit peu écrit avec le cul juste pour nous foutre des jumpscares pour des ados de 13 ans. Mention spéciale à la bande d'enfoirés de base qui viennent te faire chier au cinéma, les fameux ados de 13 ans justement. Qui sont là juste pour te faire passer un mauvais moment. Voilà, donc ça n'a rien arrangé, on va pas se mentir. Ensuite, Cher. Ah, c'est dommage, j'ai pas accroché, on sent que ça veut être fort, mais le film prend pas, ça manque de sincérité, d'émotion. Le personnage principal est trop distant, même avec le spectateur, le laissant sur le côté tout le long. Et j'avoue ne pas être rentré dedans. Je n'avais absolument aucune attente, mais j'avoue, comme je l'ai dit, que même si le film a de bonnes idées, il l'a pas pris. En tout cas pas sur moi. On continue, on a presque terminé avec Retour à Zombieland. Bah c'est pas ouf, le film est dégueulasse, la photographie est moche, les VFX sont complètement à chier, les incrustations sont complètement bidons et donnent juste envie de vomir. Heureux de retrouver les personnages, mais pour une histoire complètement banale et sans réel intérêt. Dire qu'il a fallu attendre 10 ans pour ça. Donc clairement, passez votre tour. Et on termine avec Star Wars.
première fois de ma vie que je ressors aussi déçu. J'attendais tellement de ce film, mais non, le film est supra mal rythmé, quasiment rien ne fonctionne, tout s'enchaîne à la vitesse de l'éclair sans prendre son temps. La musique est insupportablement mal placée, le thème de Rey qui revient à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, putain. Le film est fade, sans identité, et des incohérences qui niquent les précédents films de sa propre trilogie et la saga originale, je veux dire le retour de Palpatine quoi. Rien ne va, et je suis l'homme le plus triste du monde de savoir que la saga que j'aime le plus au cinéma se termine comme ça. Je suis allé le voir une deuxième fois au cinéma, et j'avoue que ce deuxième visionnage a été légèrement plus agréable que le premier, mais ça reste quand même une grosse déception. Bien, maintenant qu'on a parlé des mauvais films, on va enfin pouvoir parler des bons films. Et je vais d'abord faire une petite sélection de mentions honorables que je n'ai pas mis dans le classement parce qu'il n'y avait pas la place, mais dont j'ai quand même envie de parler. Et on commence tout de suite avec Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan, véritable film d'auteur qui parle de beaucoup de thématiques de façon vraiment intéressante. L'exposition est un petit peu longue, certes, et le montage manque de rythme, mais le film gagne vite en intensité pour parler du milieu cinématographique, de la dépression, de l'homosexualité, du rapport à la mer. Pas le meilleur Dolan, mais c'est quand même du très bon. Malheureusement, je n'ai pas pu voir Mathias et Maxime, le deuxième film de Xavier Dolan qui est sorti en fin d'année, mais je vais vite me le rattraper parce que c'est quand même quelqu'un que j'aime beaucoup. Et on continue avec Le Dain de Quentin Dupieux. J'adore Quentin Dupieux, et il nous fait son grand retour avec à son bord Jean Dujardin, excellent à fond dans son personnage. L'histoire est tellement en décalage non-stop et suivie d'une réalisation millimétrée pour jouer avec la frontière entre la comédie et le thriller. C'est un film qui parle de cinéma où on voit que Dupieux arrive à avoir un recul sur son travail pour en témoigner dans ce petit film vraiment cool. En bref, Le Dain, c'est une petite pépite que nous avons cette année, mais comme tous les films de Quentin Dupieux, n'hésitez pas à vous lancer dans son cinéma. C'est peut-être un petit peu étrange et loufoque, mais c'est vraiment drôle et c'est vraiment cool quand on s'y intéresse vraiment. Ensuite, je vais vous parler vite fait de Greener Grass de Jocelyn Desbouer. C'est un film que j'ai vu au Festival de Deauville et je sais pas s'il est sorti au cinéma cette année ou s'il sortira l'année prochaine ou je sais pas, démerdez-vous pour aller le voir. Mais putain, qu'est-ce que c'est que ce film ? Genre, je sais pas trop quoi en dire, c'est ultra perché mais c'est tellement drôle. La façon dont le décalage du film est ultra pris au sérieux par les personnages dans la diégèse du film, c'est vraiment génial. De la photographie aux personnages, tout est faux, mais pourtant il y a une cohérence qui se crée et qui est génialement drôle. Donc je ne vous dis rien sur le scénario, mais si vous pouvez le voir, foncez. Juste pour vous mettre vite fait dans l'esprit du film, c'est une femme qui regarde un match de foot de son fils et qui va prendre le ballon, le mettre sous son pull pour faire croire qu'elle a un enfant, et elle a vraiment un enfant qui est un ballon de foot. Voilà. Bon visionnage. Ad Astra de James Gray. J'adore les films dans l'espace. Celui-ci est assez différent des autres. On sent vraiment l'auteur derrière le film. Brad Pitt respire la sincérité et j'aime beaucoup la mélancolie lancinante du film. La scène de la lune est vraiment impressionnante, genre vraiment. Mais malheureusement, j'ai encore du mal à savoir ce que j'ai pensé du film. Il me faudra un deuxième visionnage, mais ça reste quand même très très bien. Malheureusement, James Gray, c'est un réalisateur que je connais pas vraiment. J'ai même pas vu The Lost City of Z qui est sorti il y a 2-3 ans de ça. Donc faut vraiment que je me lance dans son cinéma, parce que c'est quelqu'un qui a l'air vraiment très intéressant. Rocketman de Dexter Fletcher, c'est trop cool. Dès la première scène, le film fait un gros fuck à Bohemian Rhapsody et c'est tellement l'opposé ce film. Ça fait du bien. La mise en scène est inspirée pour nous offrir des scènes vraiment grandioses à l'image des personnages. La construction scénaristique est certes classique, mais je la trouve pas ennuyante pour autant. Moi qui connais très peu le personnage, j'ai trouvé le film très juste et très bien construit. Et puis Taron Egerton, corrigez-moi sur son nom peut-être, enfin le mec de Kingsman, il est parfait. Il est d'une justesse, très compliqué d'ailleurs quand le personnage est toujours à la frontière du ridicule, donc GG, c'est du très bon, un très bon moment de cinéma. Tout ça pour vous rappeler que Bohemian Rhapsody c'était quand même un peu de la merde. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Que c'est bien. Les références, les personnages, les dialogues, le final, les thématiques. C'est un peu l'œuvre somme de Tarantino qui raconte comment le cinéma change notre vie à tous. Et ça, c'est beau. Leonardo DiCaprio et Brad Pitt sont évidemment excellents. Et on termine avec À couteau tiré de Ryan Johnson. On s'amuse tellement devant ce film, c'est ultra bien rythmé, les acteurs s'amusent tellement, l'histoire, l'enquête est prenante, drôle, tout ce qu'il faut pour un vrai bon moment avec les personnages. C'est aussi vraiment bien mis en scène, tu sens que tout le monde s'est amusé à faire ce film, et ça fonctionne de bout en bout. J'ai vraiment envie de le revoir car c'est ultra fun et ça fait référence à plein de classiques de la littérature et du cinéma, et ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à aller voir ce film parce que vous allez vous amuser, et puis les acteurs sont excellents, il y a un très bon casting, voilà, donc foncez quoi. Et on est parti pour le fameux top 10 avec du coup en 10ème place, Parasite de Bong Joon-ho.
Parasite, c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui parce que il a gagné la Palme d'Or à Cannes cette année 2019 et voilà, c'est un excellent film, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans mon classement, mais c'est avant tout le film d'un excellent réalisateur. Je vous conseille vraiment tous les films de Bong Joon-ho parce que c'est quelqu'un qui sait y faire avec la mise en scène, avec la construction de ses personnages à travers un scénario très très bien ficelé. Donc je vous conseille vraiment tous les films de Bong Joon-ho. Il y en a peut-être un ou deux que j'ai pas vu, mais voilà, j'ai quasiment vu la totalité de sa filmographie, pardon. Et c'est quelqu'un qui sait y faire avec la mise en scène. Pourquoi j'aime bien Parasite? C'est parce que j'adore cette fissure qu'on a au milieu du film, qui fait passer un film vraiment comédie à un film limite thriller. J'aime bien ce basculement qu'il y a en plein milieu du film et qui te fait du coup voir tous les personnages, le début du scénario, etc. d'une façon différente à la moitié du film, quoi. Donc c'est ça que j'ai vraiment bien aimé et le scénario est, comme j'ai dit, très très bien construit, les personnages sont vraiment très bien construits et moi je me suis vraiment amusé dans le film et parce que je n'ai quasiment rien vu venir à l'avance. Donc voilà, je saurais pas vraiment quoi dire de plus parce que je pense que tout a déjà été dit sur Parasite. Si vous l'avez pas vu, foncez le voir parce que c'est quand même un excellent film et je suis très content que Parasite gagne la Palme d'Or et qu'il ait fait genre plus d'un million d'entrées parce que le cinéma coréen est quand même un cinéma sous-représenté dans notre pays et pourtant c'est un cinéma tellement intéressant et tellement différent du nôtre qui devient vraiment génial à voir. Donc foncez voir les films de Bong Joon-ho, c'est quand même, je pense, un des meilleurs en tout cas dans ce qu'il fait. On enchaîne avec la 9ème place, Toy Story 4 de Josh Cooley. Oh, toujours la même rengaine, le shérif Woody à la rescousse. Ça va faire un sacré saut pour Duke et pour toi. Pour moi? Cascaboum. À vous. Pareil, je vais pas passer 15 ans sur Toy Story 4 parce que quasiment tout a déjà été dit. Faut juste savoir que Toy Story 4 est mon Toy Story préféré. Voilà. Ça peut paraître con, mais je suis pas un gros fan des autres Toy Story. J'ai pas grandi avec la saga comme certains. Et du coup, je suis allé un petit peu voir Toy Story 4 en spectateur lambda, sans réelles attentes. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai pris une grosse claque. Parce que vraiment, je trouve que les péripéties qu'on suit des personnages, cette histoire, cette aventure est vraiment, vraiment belle. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai passé un très très bon moment devant ce film et je trouve que les personnages sont très très bien écrits. La construction scénaristique en tout cas des personnages principaux comme l'arc narratif de Woody, je le trouve très bien écrit et je trouve que c'est une très belle conclusion à cette histoire et même si du coup les autres personnages comme Buzz etc sont un petit peu mis en retrait dans cet opus là, je trouve que les nouveaux personnages sont vraiment bien écrits eux aussi et ils sont bien introduits dans cet univers. Donc c'est pour ça que je retiens que du positif de ce film. Faut que je le revoie parce que je l'ai vu qu'une seule fois au cinéma. Mais en tout cas c'est un très très bon Pixar et voilà, mon Toy Story préféré. Je sais pas si pour certains ça a été pareil. Donc Toy Story 4 c'est une très belle surprise parce que je pensais pas du tout le mettre dans ce classement finalement, je pensais pas du tout qu'il arriverait là. Voilà. On part vers la 8ème place avec un deuxième film d'animation. Oui mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, un deuxième film d'animation. Je crois que ça s'est jamais arrivé dans un classement que j'ai fait en tout cas. Avec J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. J'ai perdu mon corps, ça parle d'une main qui a perdu son corps et qui veut la retrouver, tout simplement. Je vais pas vous en dire plus sur l'histoire, je préfère que vous découvriez ça vous-même. Mais c'est un film tellement beau, tellement touchant, tellement sincère. La musique est parfaite, les personnages sont très bien construits, l'histoire est géniale, les dialogues sont d'une sincérité, tout fonctionne, tout sonne vrai, tout fonctionne du début jusqu'à la fin et j'ai trouvé ce film magnifique. Et donc c'est une petite pépite que j'ai trouvée et je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que surtout dans le cinéma français et dans le cinéma d'animation français, c'est vrai que les films se font rares, si ce n'est des films vraiment gros budget comme Les Mignons etc qui sont produits par des
qui sont des films qui sortent de boîtes de production françaises, même si ce sont des films internationaux. Là on a vraiment un petit film français indé d'animation qui a dû se faire, où le réalisateur a dû batailler pour le faire. Et je trouve vraiment ce film très beau. Je crois d'ailleurs qu'il concourt pour les Oscars en tant que film étranger, je crois. Enfin, un film d'animation étranger, je crois, je suis plus sûr. Mais j'espère qu'il va gagner parce que c'est quand même un excellent film. Et on n'en a pas souvent des comme ça, donc foncez le voir si vous pouvez. On passe au numéro 7 avec Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu. Je suis un gros fan de Nekfeu, voilà, point à la ligne. Et du coup, je suis allé voir son documentaire à la fameuse séance unique, juste avant la sortie de son album, et j'ai surkiffé. Pourquoi ? Parce que, évidemment, Nekfeu c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc c'est une personnalité que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Et du coup, découvrir un petit peu le background qui se cache du coup derrière l'album, c'est toujours très intéressant d'avoir l'univers d'un rappeur, de savoir comment il construit ses textes, et surtout dans ce documentaire, je trouve ça bien, c'est qu'il y a vraiment une volonté du rappeur de vraiment construire un récit à travers le documentaire. C'est-à-dire qu'on part d'un postulat de base où il se sent perdu, où il a besoin de réponses, où il cherche une solution parce qu'il se sent seul, malgré des foules de gens devant qui il fait des concerts, etc. Et du coup il y a une évolution, et à la fin le personnage il se sent nouveau de par ce qu'il a vécu, etc. Donc voilà, on sent vraiment que le réalisateur veut, que Nekfeu veut construire un vrai récit en y apportant plein de choses qu'il aime. Et j'ai trouvé que du coup ce petit road trip, parce qu'on voyage de pays en pays dans ce documentaire, et je trouve que c'est vraiment bien construit, bien amené. Voilà, ça manque parfois de technique, on va dire, parce que tout n'est pas parfait, mais ça respire d'une telle sincérité qu'on passe au-delà. Je trouve qu'il y a certains plans qui sont magnifiques, je trouve que le plan séquence au début est incroyable, et j'ai vraiment surkiffé ce film-là. Donc maintenant il est disponible sur Netflix. Donc vous pouvez le voir quand vous voulez, et vraiment moi je me ferai un plaisir de le revoir et de le re-revoir, parce que c'est un documentaire que j'ai beaucoup aimé et qui est vraiment en adéquation avec l'album qu'il a fait. Et voilà, je trouve que si on voit l'album, si on écoute l'album sans voir le documentaire, ou si on voit le documentaire sans écouter l'album, je trouve ça un peu dommage, parce qu'ils sont vraiment complémentaires les uns les autres. Donc foncez voir, j'adore Nekfeu, et puis je fais la promo de son album, voilà. C'est trop bien. On passe à la 6ème place avec The Lighthouse de Robert Eggers. How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect. Robert Eggers, c'est un réalisateur assez jeune finalement, vu qu'il a fait que 2 films pour l'instant. Il a fait The Witch, qui est sorti l'année dernière, 2016, 2017, je sais plus exactement, que j'ai vu cette année moi et que j'ai beaucoup aimé. Et il a fait du coup donc The Lighthouse, qui est sorti il y a pas très longtemps. Moi j'ai pu le voir au Festival de Deauville justement, en sa présence d'ailleurs, donc c'était plutôt cool. Et c'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il va au bout de son délire. The Lighthouse, il a un délire très Lovecraftien, très sombre, qui joue beaucoup sur la matière, je saurais pas vraiment comment expliquer, mais justement il va au bout de son délire jusqu'à la fin du film. On est toujours dans cet esprit-là, il fait jamais marche arrière une fois qu'il part dans quelque chose. C'est quelqu'un qui assume énormément ses partis pris, on va dire. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, c'est que il y a un gros parti pris dans le film, que ce soit sur la mise en scène, sur les personnages, où on a vraiment que 2 personnages qui chamaillent sans arrêt. Vis-à-vis des dialogues aussi, c'est très très bien écrit, et c'est aussi très très bien joué, je trouve, parce que les dialogues sont pas faciles du tout, et Robert Pattinson et Willem Dafoe s'en sortent mais
tellement bien. Ils arrivent à te sortir des putains de monologues de 5 minutes ultra soutenus avec des mots très compliqués, enfin, et d'une façon mais tellement normale, tellement juste, enfin c'est vraiment bien, enfin je trouve que la direction d'un acteur a plutôt bien fonctionné parce que les deux petits bonhommes sont vraiment très bons, ils font une très belle performance je trouve, donc voilà. Mais voilà, c'est je saurais pas vraiment expliquer le délire de The Lighthouse, pardon, mais voilà, faut être prêt parce que c'est quelque chose qui sort des sentiers battus, on va dire, qui va dans un délire vraiment un peu bresson, qui part dans un truc, et moi j'aime bien ce côté-là. On est toujours dans cette frontière d'irréel et de réel, enfin on n'est jamais dans le fantastique, mais en même temps on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on sent que tout n'est pas normal, tout, voilà, j'aime bien cette frontière, quand cette frontière-là est floue, quand le réalisateur s'amuse avec ça, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé The Lighthouse, parce que voilà, pour toutes ces choses. Et moi je le reverrai, j'ai pas eu la possibilité de le revoir quand il est sorti au cinéma, mais je le reverrai, je me le prendrai même sûrement en Blu-ray parce que voilà, c'est un film très cool qui assume tous ses choix, et ça fait du bien aussi d'avoir des films qui s'assument entièrement du début jusqu'à la fin. Voilà, donc foncez le voir, mais voilà, pour on va dire spectateurs avertis, voilà, parce que c'est un autre délire. Et on passe tout de suite à la 5e place avec Le Chant du Loup d'Abel Lanzac. Il n'a plus le choix. Il est là. Encore un film français, ça fait tellement plaisir, c'est la première fois depuis que je fais des tops aussi, qu'il y a autant de films français. Je crois que dans mon classement, il y en a peut-être 5 en tout, soit la moitié du classement, où c'est des films français, ça fait tellement plaisir, putain. L'année dernière, on avait, ou l'année d'avant, je sais plus, on avait Les Visiteurs 3, c'était de la grosse merde, et là putain, on a des bons films, ça fait plaisir, ça fait tellement plaisir. Et Le Chant du Loup, c'est typiquement ça, c'est putain, nous aussi on peut faire des films de sous-marins. On emmerde Fast and Furious. Et putain, ce que c'est bien fait, c'est intelligent, c'est pas con. C'est-à-dire que ils ont foutu 20 millions d'euros dans un film, or c'est très rare de foutre 20 millions d'euros, surtout pour un réalisateur de premier film, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rien réalisé avant, ce réalisateur. C'est très dangereux, c'est très casse-gueule. Et ça fonctionne, c'est intelligent, c'est pas bête. L'histoire fonctionne de bout en bout. Il y a un travail sur le son qui est dingue, je trouve que c'est le film de l'année, le meilleur film de l'année qui a ce travail sur le son. Bon, en même temps, c'est compréhensible parce qu'on suit les aventures du personnage principal, qui est du coup quelqu'un qui doit arriver à déchiffrer le type de sous-marin, etc. juste avec le son. Donc on a un gros travail sur le son, logiquement, mais je trouve que c'est vraiment bien fait. Et au-delà de ça, putain, l'histoire fonctionne de bout en bout. Vraiment, l'histoire est passionnante, l'histoire, on la suit sans problème, les personnages sont bien construits comme je l'ai dit. Et vraiment là j'ai passé un excellent moment, je trouve qu'il y a un retournement de situation qui est vraiment bien foutu, au bon endroit, voilà, donc franchement c'est nickel, je suis très content, foncez le voir parce que c'est un film qui peut être vu par tout le monde, voilà. Pour moi c'est un film qu'on peut placer au même niveau que certains blockbusters américains. Voilà, je pèse mes mots et je suis content parce que vraiment c'est un film intelligent, c'est pas un film bête où juste on a foutu du budget dedans, c'est un film vraiment intelligent qui est bien construit, donc je suis très content qu'il soit dans ce classement là, et foncez le voir parce que c'est génial, juste génial. Alors, il se peut que j'ai totalement oublié de parler des Misérables, je m'en rends compte seulement maintenant au montage, donc je le fous en égalité avec Le Chant du Loup à la 5e place, désolé. Pour revenir un petit peu sur le film, j'ai vraiment adoré ce film-là, surtout avec son aspect vraiment politique, qui parle vraiment de ce qu'on croit connaître, mais qui est beaucoup plus complexe que ça. Je le trouve puissant, je le trouve authentique, et je trouve qu'il nous plonge très bien dans cet univers qu'il dépeint. Et tout le cast est à fond dedans, et j'ai vraiment aimé la réalisation qui a un vrai aspect documentaire, le tout élevant son propos d'une main de maître. Voilà, donc vraiment foncez le voir si vous n'avez pas vu. C'est encore une fois un très bon film français, et je suis désolé de l'avoir oublié, complètement oublié de ce petit classement. Voilà, donc on peut revenir du coup à la suite, désolé. On rentre dans le sérieux maintenant
avec en 4ème position 90s de Jonah Hill. That's why we ride a piece of wood, like what that does to somebody's spirit. Stevie, what the fuck are you doing? 90s, qu'est-ce que c'est? Je crois que je vous en avais parlé durant le live FAQ là, que j'ai sorti il y a quelques mois de ça. C'est un film qui parle de skate, c'est un film qui parle de Los Angeles dans les années 90, mais tout ça avec le point de vue d'un enfant. Et je trouve le film tellement bien foutu. Les thématiques abordées qui sont évidemment l'adolescence, la transformation quand on est gosse et qu'on grandit dans des milieux comme ça, comment on se construit, on se cherche, c'est vraiment, on a tout ce travail là sur tout ce travail là de thématiques sur la recherche de soi en fait. On essaye d'appartenir à un groupe, on essaye de se trouver à travers des activités comme le skate par exemple. Et je trouve que c'est un film très très sincère. Je sais que Jonah Hill a mis beaucoup de lui dedans, sachant que je crois que c'est son premier film qu'il a réalisé. Et ça se ressent, vraiment ça se ressent parce que c'est un film ultra sincère. Et c'est le premier mot qui me vient quand je vois ce film, c'est vraiment la sincérité qui passe par-dessus tout. Et au-delà de ça, je trouve que la mise en scène est vraiment, vraiment belle. Je trouve qu'elle prend pas trop le pas, elle laisse les personnages faire leur vie, se balader dans le récit, mais elle est toujours intelligente, la caméra est jamais mal placée, il y a toujours cette recherche de cadre, et je trouve que ça fonctionne bien et ça retranscrit vraiment bien l'ambiance des années 90 dans Los Angeles, etc. Donc vraiment c'est un film très sincère, c'est un petit film qui a pas tant tourné que ça, moi je l'ai vu dans un cinéma indé. Donc si vous avez la possibilité de le voir, voyez-le parce que c'est un petit film vraiment vraiment intelligent et vraiment sincère. Et on n'en a pas souvent des comme ça. Donc allez-y, foncez. Ok. À partir de maintenant, on rentre dans le très très lourd. On enchaîne avec l'heure de la sortie de Sébastien Marnet. Pourquoi vous faites ça? Vous voulez pas voir la vérité en face. Vous êtes tous cinglés ici. L'heure de la sortie, qu'est-ce que c'est? C'est un film que je n'ai pas vu au cinéma, que j'ai rattrapé en septembre ou en octobre, je sais plus. C'est un film qui est sorti du coup début de l'année dernière, donc en janvier, vraiment tout début de l'année, qui m'a été conseillé par un de mes amis. Et putain, cette claque, cette grosse claque, ce film est incroyable. Ce film est incroyable. Encore une fois, c'est un film français, donc ça fait énormément plaisir. C'est génial parce que c'est un film qui jongle entre les genres, c'est-à-dire que au début le film commence comme un drame social, sur les professeurs, avec vraiment les premières secondes du film, c'est un professeur qui est en train de faire cours à ses élèves, il ouvre la fenêtre et il les tente de suicider. Voilà. Ça te pose le truc, et donc on va suivre la vie du remplaçant de ce professeur-là, qui va suivre du coup cette classe. Et donc on a l'impression que ce film part un peu comme un drame social. Puis il part dans un thriller. Il jongle un moment dans de l'horreur, puis il repart sur le drame pour aller dans le fantastique. J'adore ce film parce que c'est un mélange des genres qui fonctionne tellement bien. Il y a un côté, je sais pas si vous avez vu Le Village des damnés, soit l'original, soit le remake de Carpenter, bien que le remake de Carpenter soit pas ouf. Vraiment l'original de 55 ou 59, je sais plus, est vraiment bien. Ce délire d'enfants vraiment bizarre où on comprend qu'ils sont pas normaux. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais c'est un film vraiment sympa. On a ce même délire là avec ces gosses, c'est-à-dire que on n'arrive jamais à les capter, c'est-à-dire on sait qu'ils sont étranges, mais on sait pas pourquoi. On a l'impression, ce film est génial. Ce film est génial parce que il arrive à avoir un point de vue vraiment étrange. Qui c'est qui est dedans? Comment il s'appelle l'acteur? Laurent Lafitte, qui est du coup l'acteur principal et qui joue le personnage principal, est vraiment très bon.
et même les gosses sont vraiment très bons. Il y a des têtes qui ressortent que je connais déjà. Je connais plus exactement le nom des acteurs, mais franchement foncez voir ce film parce que c'est un film qui est aussi un petit peu passé à la trappe, je crois. Enfin, j'en ai pas plus entendu parler que ça. Et vraiment, la mise en scène est parfaite, la mise en scène est géniale, la mise en scène est très très inspirée et le scénario fonctionne bien. Le scénario fonctionne bien et on a vraiment à la fin ce putain. On a ce putain. Et ce putain, il veut tout dire, les amis. Vraiment, ce putain, il veut tout dire. Donc foncez voir le film, j'ai pas envie d'en dire plus. J'ai pas envie de vous dévoiler le scénario. Juste voilà, sachez ce que j'ai dit. C'est tout, partez avec aucune attente spéciale. Mais j'espère que vous allez être surpris parce que moi j'ai vraiment été surpris par ce film. Voilà. En numéro 2, La Belle Époque de Nicolas Bedos. Elle n'est pas censée revenir, ce sont des comédiens. Mademoiselle! Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais... vivez-le à fond. Merde! Putain, je parle comme une chanson. Là aussi, j'en attendais strictement rien de ce film et j'étais carrément surpris. Putain, encore un film français. Ce film est tellement incroyable. Oh la vache, et je suis tellement triste de n'avoir pu le voir qu'une seule fois. J'aurais tellement aimé le revoir ce film parce que il me faut un deuxième visionnage parce que putain... Ce film est incroyable, ce film est fou, ce film est génial. J'ai tellement kiffé ce film, il est tellement passionnant, il est tellement touchant, il est tellement drôle, il est tellement sincère. On a cette critique du milieu cinématographique qui est tellement intelligente parce que le concept de base est tellement intelligent et tellement bien. Le film, il parle de plein de thématiques différentes sur les générations d'avant, la nostalgie, sur la solitude, sur l'amour, sur... Waouh, je saurais pas vous décrire ce que j'ai vécu durant ce film, mais j'ai vraiment surkiffé. Putain, j'ai vraiment surkiffé. Je saurais pas comment vous le vendre parce que... il peut avoir l'impression... Il a des airs de comédie française un peu nulle, au premier abord. Sachant que même, surtout, j'ai trouvé que le début du film était, au niveau des dialogues notamment, c'était très théâtral. La façon dont c'est mis en scène et la façon dont les dialogues s'échangent, j'ai trouvé ça très théâtral, mais déjà c'est totalement expliqué à la suite du film. Et au-delà de ça, j'ai trouvé que le film, au fur et à mesure, vraiment partait, c'est-à-dire qu'au début j'ai du mal à rentrer dans le film, je vous avoue, et puis après j'étais embarqué dans cette aventure, de cette waouh, je sais pas quoi vous dire sur ce film. Les acteurs sont excellents, Daniel Auteuil est tellement touchant, tellement sincère. Guillaume Canet est bon, Guillaume Canet est très très bon dans ce rôle de... C'est tellement... Enfin, Guillaume Canet est tellement le reflet de Nicolas Bedos. Cet homme qui manipule tout, qui gère tout lui-même, on a ce reflet du cinéma à travers ce film-là. Je saurais pas comment vous l'expliquer sans vous dévoiler le film, mais vraiment on a tout le temps cette métaphore du cinéma, du réalisateur qui gère tout en fait. C'est lui qui construit les émotions, c'est lui qui construit les sentiments d'un personnage, d'une personne, et on a à travers ce film là ce prisme, et je trouve ça très intelligent, c'est très bien mis en scène et c'est très bien écrit. Je trouve que les dialogues sont d'une rare justesse et vraiment j'ai été très agréablement surpris par ce film. Donc foncez le voir si vous n'avez pas pu aller le voir, foncez le voir, c'est un très très bon film français. Je pense que je me suis répété plusieurs fois, mais j'espère que l'essentiel est passé, c'est-à-dire que c'est un bon film, et un bon film français, ça fait plaisir. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps que ça, je pense que la plupart des gens savent qui est le premier, c'est Joker de Todd Phillips, voilà. Ça vous fait rire? Vous trouvez ça comique? Murray, une toute petite requête. Ouais. Quand vous m'appellerez sur le plateau, vous pourriez me présenter sous le nom de Joker? La première place, c'est pas une surprise parce que j'attendais beaucoup de ce film. Et le film remplit toutes
toutes mes attentes en fait. Vraiment, ce film est incroyable. J'ai pas de mots, c'est le meilleur film d'ici que j'ai vu depuis The Dark Knight, tout simplement. En même temps, les films d'ici n'étaient pas ouf depuis un petit moment. J'avais du mal à être conquis par le DCU, là. Le Marvel Cinematic Universe en moins bien, sachant que le Marvel Cinematic Universe de base n'est pas non plus incroyable. Je suis en train de me faire des haters, là, des ennemis partout, là, excusez-moi. Non, vraiment, ce n'est pas Avengers Endgame. Le premier, clairement, hein, Avengers Endgame, c'était pas ouf, hein. La fin était pas mal, mais on se fait quand même vachement chier dans le film. Hein. Et puis Joker, putain, Joker, ça t'envoie une claque dans ta gueule, c'est incroyable. C'est incroyable. La façon dont le personnage est construit, c'est tellement bien amené, tellement bien pensé. Joaquin Phoenix, voilà, Joaquin Phoenix. Tout le monde en a parlé 15 000 fois de Joaquin Phoenix, mais je suis obligé de en parler parce que Joaquin Phoenix, quoi. Putain, il est à fond dans le rôle. Je trouve que... Alors, évidemment que Joker est un film sur le Joker, là où Dark Knight n'est pas un film sur le Joker, mais je préfère le Joker de Joaquin Phoenix au Joker de Heath Ledger. Même moi, j'en viens pas de dire ça, mais vraiment, je kiffe tellement la façon dont ils ont construit le personnage. C'est tellement le Joker du début jusqu'à la fin. La façon dont il est construit, c'est ce passage vers la folie, c'est génialement mis en scène, c'est très très bien construit et la fin est en apothéose, la fin est incroyable et j'aime cette façon dont se termine le film, non pas sur l'apogée du personnage, mais bien sur une scène qui paraît lambda. Je sais pas si vous vous rappelez de la fin du film où on aurait pu... Le réalisateur aurait pu cutter 5 minutes plus tôt, mais non, il laisse cette scène supplémentaire qui te remet en question tout le film. C'est-à-dire que quel est le réel, quel est le vrai, quel est le faux dans ce film? Est-ce que c'est le Joker qui nous a raconté l'histoire et que du coup la moitié du film est faux? Est-ce que on ne sait pas? Et j'adore ce point de vue-là. J'adore ce point de vue-là où le réalisateur nous laisse plein de pistes et nous laisse construire notre Joker, nous laisse construire notre film à nous. Et j'adore la façon dont c'est fait. La musique est incroyable, la photographie est putain de somptueuse, putain c'est magnifique. Et ouais, le personnage est tellement bien construit, la fin est incroyable, le passage vers la déchéance, cette scène dans le métro, waouh, putain, là encore je sais pas quoi dire de plus. En même temps, Joker, tout a été dit, à l'inverse de certains autres films où voilà, c'était des surprises personnelles et des films pas vraiment ultra connus. Là, voilà, je pense que tout le monde a parlé de Joker, c'est un film qui va rester, j'espère que c'est un film qui va rester, j'espère que c'est un film qui va tout casser aux Oscars, j'espère que voilà, c'est un film qui doit marquer les choses parce que c'est un film qui fait du bien et c'est un film qui en même temps est une vraie critique sociale sur le monde d'aujourd'hui et je pense que c'est un film important, que ça soit cinématographiquement mais politiquement aussi, voilà. Donc Todd Phillips, bravo, Joaquin Phoenix, bravo, l'équipe du film, bravo. Voilà, c'est sur ce film-là que je conclus ce top. Voilà, mais ce n'est pas terminé, j'ai encore quelques surprises. Je vais terminer avec 2 séries. Pourquoi? Parce que au-delà de tous les films que je vous ai cités qui m'ont énormément marqué durant cette année 2019, il y a aussi 2 séries qui m'ont énormément marqué, dont une qui m'a marqué de façon astronomique. On va d'abord parler de Tchernobyl. Voilà, tout le monde, quasiment tout le monde en a entendu parler parce que la série a fait beaucoup parler d'elle quand elle est sortie. Mais je me devais d'en parler une deuxième fois parce que Tchernobyl c'est quand même putain de bien. C'est quand même putain de bien. HBO, putain, vous gérez les gars. Vraiment vous gérez parce que waouh, putain, cette claque en 5 épisodes, il t'arrive à te mettre mais tellement mal. Vraiment, l'épisode 1 et l'épisode 3 m'ont mis dans un bad comme j'ai jamais eu ça durant cette année. Vraiment, j'avais mal au ventre, je pouvais pas dormir, j'étais pas bien quand j'ai vu ces épisodes-là. Et vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti un truc comme ça, un truc vraiment viscéral vis-à-vis de quelque chose que j'ai regardé. Donc franchement bravo. Franchement bravo et ça dépeint une réalité vraiment triste quoi, où on se rend compte qu'on est passé à 2 doigts de la fin de l'Europe. Donc c'est ouf, c'est très très bien écrit. Encore une fois, bon après HBO c'est un petit peu les pros pour tout ce qui est série, donc voilà,
évidemment que c'est génial. Et oui, les personnages sont très très bien construits, encore une fois, voilà, je vais pas refaire le même tintouin habituel, c'est très bien mis en scène, etc. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que peut-être qu'il y a des gens encore qui sont réticents vis-à-vis de cette série-là, parce que c'est une série historique, parce que voilà. Putain, vous arrêtez pas à ça, mec, franchement, foncez parce que c'est incroyable. Et maintenant, je vais vous parler d'une série qui est instant entrée dans mon top 3 de mes séries préférées. C'est Euphoria. I would tell everyone I love to at least try and change. Euphoria, c'est la meilleure série pour le passage de l'adolescence à la vie d'adulte. Je trouve ça tellement incroyable, c'est fou, j'ai pas les mots pour décrire cette série. Vous voyez 13 Reasons Why? Et bah Euphoria c'est 13 Reasons Why en version 15 milliards de fois mieux, vraiment je vous jure, c'est tellement bien. Et au-delà du scénario qui est incroyable, des personnages qui sont tellement bien, tous les personnages sont incroyables, de Zendaya qui est tellement à l'apogée de ce qu'elle sait faire. La photographie, putain, la photographie est tellement magnifique. On a de ces images, chaque plan est une putain de peinture, je vous jure. Et la mise en scène est tellement inspirée, tellement intelligente. Elle est incroyable. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi, putain, mais ça m'a touché en plein cœur, quoi. Vraiment, les personnages, je les ai suivis de A à Z. Ça parle du coup de l'adolescence, de la recherche de soi. Encore une fois, de la drogue, de l'alcool, du sexe, ça parle de tout ça. Et c'est tellement bien fait, c'est tellement bien foutu. J'ai hâte d'avoir la saison 2 parce que waouh, c'est incroyable. J'ai du mal à argumenter quand je suis... c'est tout souvent le plus difficile d'argumenter quand c'est un film qui nous touche directement et qu'on a le plus aimé parce que ça parle surtout au niveau des émotions et c'est difficile de le traduire en mots. Donc j'ai du mal à argumenter vis-à-vis de cette série-là. Le mieux c'est vraiment de la découvrir, vous regardez les premiers épisodes, vous voyez si ça vous fait kiffer ou pas. Mais putain, moi je la trouve géniale. La BO aussi, putain la BO est incroyable. J'écoute la BO encore tous les jours aujourd'hui. C'est fou, vraiment j'ai pas les mots pour ça et franchement c'est la meilleure façon de conclure cette vidéo et de conclure voilà, l'année 2019. Foncez voir cette série, elle est incroyable. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire sur tout ce que j'ai retenu de cette année 2019. N'hésitez pas du coup à me dire tous vos films préférés. Évidemment il y a plein de films, voilà, j'ai vu énormément de films cette année mais j'ai pas le temps de parler de tout. Donc voilà, si vous voulez revenir sur certains films dont j'ai pas parlé, n'hésitez pas dans les commentaires, j'en parlerai avec plaisir. Et je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Du coup il y a une autre vidéo qui va sortir très bientôt qui est le bilan de la chaîne, le bilan personnel. Et voilà, donc à très bientôt, je vous fais de gros bisous, passez une très bonne année 2020, je sens qu'elle va être géniale cette année. Et voilà, plein de bonnes choses et bisous à vous, ciao.